Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme Cépage, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 8. Relever le défi, accompagner les vignerons dans leur changement de pratique. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'un mouvement global s'est mis en route pour transformer les pratiques viticoles en vue de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les freins à ces changements de pratiques et les façons dont tout un écosystème d'acteurs tente d'y remédier pour accélérer la transition. Car en effet, si une volonté forte émerge pour changer de modèle, ce n'est pas chose aisée pour les viticulteurs. Cela représente de nouveaux investissements, une réorganisation de leur travail et une prise de risque importante. Par ailleurs, plusieurs obstacles rendent plus difficiles ces conversions. Le climat, le manque de main-d'œuvre et la conjoncture économique représentent des risques de perte pour les vignobles. Ça demande des équipements, des réadaptations, ça demande de former les équipes, et puis surtout d'investir complètement. Julien Bonneau, viticulteur bio et biodynamie au château du Haut-Grelot. Et puis avec, comme on dit, on a, même si on avait la partie culture raisonnée, l'optidose, mais pendant, on va dire 30 ans, il y a eu une certaine culture qui avait été mise en place, donc avec des méthodes, avec tout ça, et de changer le modèle aujourd'hui, c'est aussi repenser un peu l'outil. Donc c'est quand même tout ce qui a été appris, enseigné, tout ce qui a été transmis, c'est de tout rechanger. Donc ça demande aussi un peu d'adaptation, un peu de compréhension. Moi je travaille avec une personne qui est presque à la retraite et on ne se comprend pas. Donc, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas les mêmes modèles, la même manière de penser. Lui a une expérience qu'aujourd'hui je n'ai pas, mais moi j'ai une vision qu'aujourd'hui lui n'a pas. Et ça, il faut qu'on arrive à bien mettre ça en phase et ça prend du temps. Produire en bio, faut avoir envie de le faire. C'est beaucoup plus stressant pour les vignerons. David Lapoumerouli, viticulteur bio au château La Brolterie. Que du conventionnel. C'est un peu fou à dire, mais je dois dire que depuis 10 ans qu'on est en bio, les printemps et l'été sont pas une partie de tranquillité pour nous, quoi. On est très à l'affût des problèmes climatiques, parce qu'à Bordeaux, notre gros souci, c'est le mildiou. Et on a un climat chaud et humide ici, et donc on se retrouve avec des pressions mildiou très, très importantes. Pour vous donner une ordre d'idée, en 2018, on a eu un gros souci, on a eu de la grêle sur le secteur, et d'une très forte pression mildiou, il y a des parcelles où on a perdu 100% de la récolte. Donc il faut pouvoir l'accepter nerveusement. C'est quand même des épreuves qui ne sont pas forcément évidentes à supporter. Donc les conditions de travail sont plus difficiles psychologiquement, on va dire, et puis nerveusement. Il faut être là tout le temps, il faut être dans ses vignes, il faut les surveiller, il faut se donner les moyens techniques, il faut avoir ce qu'il faut comme matériel et en personnel pour pouvoir être sûr de traiter au moment voulu. Donc c'est l'impératif, quoi. Après vient aussi quand même le travail du sol qui est là, qui représente aussi beaucoup de temps et qu'il ne faut pas négliger parce que ça crée une concurrence avec la vigne. S'il y a trop d'herbes qui peuvent être dangereux, il faut quand même que le sol soit un peu propre, de façon à ce que, pareil, pour le développement de maladies, des choses comme ça. Donc ça demande des moyens techniques et humains plus importants qu'en conventionnel, ça c'est indéniable. Le problème du bio, c'est qu'on n'a qu'une seule matière active, donc c'est le cuivre. Le cuivre est un produit préventif et il faut qu'il soit sur la vigne ou sur le végétal, enfin sur les légumes, avant la pluie. Sinon, il n'est pas efficace. Si c'est après, c'est trop tard. Et c'est lessivable. Et lessivable au bout entre 15 et 20 mm. Donc ça veut dire que sur des semaines, comme ça nous est arrivé, on est obligé de passer des fois 2 fois dans la semaine. C'est un peu la contradiction dans la production bio, c'est qu'on fait énormément d'heures de tracteur. C'est des cadences au moins une fois par semaine.
Ça, c'est le minimum, voire 2 suivant la pression. Après, cette année, la pression a énormément baissé à partir du mois de juillet. À partir du 14 juillet, on a arrêté de traiter. Dès qu'on peut, je veux dire, on ne traite pas pour le plaisir, hein, c'est du temps, c'est un peu c'est de l'argent. Donc c'est vraiment le fait quand il y a besoin. Donc dès qu'on peut s'arrêter. Mais je reconnais que les mois de mai et juin sont des mois où on n'arrête pas. Bien, là aujourd'hui, on a passé que la moitié de la propriété en bio. Christophe Chetty, viticulteur en conversion bio au château Mercier. Donc on l'a assumé avec notre personnel et avec notre matériel. Mais si on veut, donc ils peuvent continuer notre conversion, enfin si on veut, pour continuer notre conversion dans les années à venir, pour arriver à convertir l'intégralité du vignoble, il va falloir qu'on investisse dans au moins un tracteur et un pulvérisateur de plus. Comme je disais tout à l'heure, il faut pouvoir traiter en une journée. On n'a pas le choix, c'est de prendre trop de risques. Déjà une journée, certaines années, ce n'était pas forcément suffisant, mais il faut pouvoir traiter tout le vignoble en une journée. Alors les tractoristes, c'est vraiment aujourd'hui le cœur des demandes de notre emploi. Tous les gens, ils veulent des tractoristes. Il manque de tractoristes. Ça, c'est vraiment, on est en défaut de personnes formées, en défaut même peut-être de ressources internes. Marc Soboua, professeur au Centre de formation agricole de la Gironde en viticulture et œnologie. Parce que nous-mêmes, on a du mal à trouver des profs d'agroéquipement. C'est très compliqué. Et donc, c'est vrai que regardez la liste d'emplois sur les métiers agricoles. En général, il y a des tractoristes. Donc aujourd'hui, on n'en a pas assez. Et puis, c'est vrai que c'est quand même une problématique parce que si vous passez en bio, vous avez des temps de travail au niveau du tracteur qui sont beaucoup plus importantes. Au-delà des enjeux techniques, la transition nécessite également des investissements. Les difficultés financières que connaissent à l'heure actuelle les viticulteurs bordelais sont aussi un frein à la conversion. Sylvain Friès, conseiller en viticulture biologique à Agrobio Gironde. Moi, je vois pas mal de gens en diagnostic conversion qui sont vraiment au bout du rouleau, qui ont des grosses difficultés économiques et qui voient la conversion comme une porte de sortie. Sauf que pendant les 3 ans de conversion, ils vont avoir des frais, enfin des coûts de production supplémentaires qu'ils vont devoir supporter et ils ne pourront pas valoriser leur production comme ils l'entendent, comme du bio. Donc là, c'est encore 3 ans, encore plus compliqué que ce qu'ils avaient avant. Parfois, constater que quand c'est pas assez préparé, le projet, il peut y avoir des problèmes de positionnement sur les marchés, de politique de prix et finalement de commercialisation qui n'est pas efficace. C'est à réfléchir en amont avant même de franchir le pas de la conversion. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une demande assez forte en vin biologique et qu'elle est en croissance permanente. Donc, si on prépare ça en amont, il ne devrait pas y avoir de soucis de commercialisation évidents, quoi. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se met pas en bio? On dit d'abord, ça coûte cher. Alan Sichel, président de la maison Sichel, négociant en vin de Bordeaux. Et oui, mais ils peuvent vendre plus cher. Alors c'est vrai que quand on regarde les prix de tonneaux, de vrac, quand le vrac se traîne lamentablement à 800, 900, 1000 euros le tonneau en conventionnel, on voit les ventes à 1500, 1600, 1800 pour du bio. Et donc on dit, il n'y a qu'à faire du bio, et puis comme ça, tout le monde va gagner beaucoup d'argent, et puis les ventes vont être très faciles. La réalité est tout autre. Beaucoup de nos clients cherchent un vin, cherchent à répondre à un positionnement prix. Si le vin est bio, tant mieux, mais ce n'est pas parce qu'il est bio qu'on va le payer plus cher. Et ce n'est certainement pas suffisant pour engager l'ensemble des viticulteurs à leur dire « passez au bio et tout sera rose après ». La réalité, c'est pas ça. On en est loin aujourd'hui, donc on est vraiment loin d'être tous au bio, donc on a vraiment une grosse marge et puis la demande des consommateurs, elle est vraiment croissante. Delphine Equelan, conseillère territoire à Agrobio Gironde. Même en grande surface aujourd'hui, il y a de plus en plus de vin bio qui est proposé. On a vraiment une forte demande et on est vraiment loin d'y répondre. Donc moi je pense que la question elle est loin de se poser aujourd'hui.
Effectivement, au niveau commercial, il y aura peut-être moins d'intérêt. Sauf que, il y a d'autres gains, du bio. Le bio, va favoriser la biodiversité, va ne pas moins polluer, les sols, va favoriser la pérennité du vignoble, va préserver, les opérateurs et le voisinage. Donc, où sont les gains? Et où ils ne sont pas, c'est aussi la question. Après, effectivement, on aura peut-être moins de gains au niveau commercial, hein, avec, si tout le monde est au bio, les prix risquent un peu de chuter, de baisser. Mais il faut bien comprendre aussi qu'on est sur un marché mondialisé et que la progression mondiale du bio, elle est aussi assez forte. Et les vins de Bordeaux s'exportent quand même plutôt bien. Donc il y a aussi ce facteur-là qui peut faire que finalement le vin bio puisse toujours continuer à se vendre correctement. Ainsi, pour affronter ces difficultés, les vignerons ne sont pas seuls. Ils reçoivent l'appui de plusieurs structures qui les accompagnent dans leur démarche. C'est un appui technique, mais également financier, qui concerne chaque acteur de la filière viticole et qui nécessite d'être au plus près du terrain. Sur ces problématiques-là, à un moment, il faut aussi savoir, je pense, abattre un peu ces frontières-là et passer du temps avec les gens. Gauthier Ouattel, chargé de mission Natura 2000 au syndicat du Moron. Et se rappeler que c'est pas juste qu'en face, il n'y a pas juste une profession, il y a une personne avec un bagage, un vécu. Et quand je parlais de représentation, ça permet aussi de mieux comprendre ces représentations. Peut-être après parfois pour les déconstruire, pour aller vers autre chose. Donc je pense que ça fait partie aussi du métier d'aller sur de passer du temps avec les gens et avec leur quotidien, notamment en termes d'agriculture, c'est très important. La solution pour moi, si on veut amener les gens à la transition, c'est l'accompagnement technique. Jérôme Ossard, directeur technique à la cave des vignerons de Tutiac. Alors je dis pas pour 100% des vignerons, mais la plus réfractaire, souvent c'est par crainte, c'est par méconnaissance. Donc là, c'est forcément de l'accompagnement et de la démonstration. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a que des mots, la décision de passer en non-CMR, en fait, en priorité, c'est une demande client. Comme nous, on commercialise les produits pour nos producteurs, c'est clair qu'on est en phase avec le client et les attentes clients, nous, on les connaît toutes. D'accord ? Donc, à l'origine, c'était une demande client. Après, la capacité d'une cave coopérative à le mettre en place, en fait, c'est qu'on a un service technique, on a des techniciens sur le territoire, d'accord, et qui sont capables de faire l'accompagnement auprès des vignerons. Sans ça, c'est impossible à mettre en place. Le rôle d'une coopérative, c'est d'accompagner ces vignerons, pas que sur des cahiers des charges, d'accord, c'est sur les conditions de production de manière générale. Le non-CMR, c'est une de leur mission, mais ce n'est pas leur mission essentielle, d'accord ? Le rôle du technicien dans une coopérative, c'est tout au long de l'année de l'accompagner sur ses conditions de production, l'accompagner sur la conduite de son vignoble en fonction des profils produits qui sont attendus par le commerce, d'accord ? Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'on a un lien commerce qui avait une attente non CMR, qu'on a accompagné les vignerons. La manière après de les accompagner, c'est un suivi au quotidien. En fait, c'est 6 techniciens pour 5000 hectares, ce qu'a dit Céline, aux alentours de 500 vignerons. Donc on peut considérer à la louche que chaque technicien suit 80-90 viticulteurs. Et c'est du quotidien du 1er avril au 31 août. C'est-à-dire que pendant 4 mois, ils sont dans les vignes tous les jours. Ils ne font que ça. Il y a du conseil technique collectif qui consiste à faire des journées techniques, des journées d'information, qui sont vraiment adaptées au groupe. Et il y a du conseil individuel où on va sur l'exploitation, on regarde les différentes problématiques qu'il y a sur l'exploitation et on fait du conseil personnalisé. Alors, pour les exploitations qui veulent se convertir, la première chose qu'on propose, c'est le diagnostic conversion.
C'est un diagnostic qu'on fait chez le viticulteur, où on va un peu recenser les forces et les faiblesses de l'exploitation face au passage en bio. Donc, on va regarder un peu tous les domaines, hein, tout ce qui est de la main-d'œuvre, le matériel, la technicité, les finances, la commercialisation, voilà. Et ensuite, on lui fait un rapport avec des préconisations qui sont mises en face et toutes les informations dont il a besoin pour la conversion, que ce soit au niveau des aides, au niveau de tout ce qui est démarche administrative et toutes les informations concernant le conseil technique qu'on peut lui faire derrière. Voilà. C'est des formules qui sont en partie financées par la région et le département, donc qui sont assez peu onéreuses pour le viticulteur. Donc, on essaye de faire en sorte que ce soit ouvert à tous, hein, qu'il n'y ait pas de discrimination avec les possibles problèmes économiques. Donc, pour une formule 3 visites, où on a quand même le temps de faire quand même pas mal de choses et de balayer pas mal de problématiques, c'est 300 €, et pour une 6 visites, c'est 600 €. Donc, en fait, je pense que le changement l'évolution des pratiques, le changement des pratiques, il ne peut pas se faire que par une seule entrée, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé à un moment, c'est un problème, une solution. Laurent Bernos, directeur du service vignes et vins à la Chambre d'agriculture de Gironde. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir cette approche-là, il faut avoir une approche systémique, globale. Et donc, effectivement, on va travailler avec des produits qui sont peut-être moins efficaces, ou en tout cas avec des contraintes supplémentaires, avec un risque que le viticulteur va prendre pour lui et pour son exploitation. Mais ça veut dire, ce risque, il faut pouvoir peut-être le faire par des assurances, qui peuvent être des assurances financières ou des assurances sur de volume, etc. Et ça, le changement de pratique complet, il ne passera que si on arrive à résoudre toutes les questions, en fait. Et ce qu'on propose, nous, dans l'accompagnement, c'est justement sécuriser ce passage au bio, c'est-à-dire avec un accompagnement en étant sûr que le pulvérisateur soit bien réglé, en aidant le viticulteur à prendre la décision au bon moment pour intervenir, à renouveler si nécessaire, à pouvoir utiliser des produits les plus neutres possibles, etc., etc. Donc, ce sont des accompagnements par groupe de viticulteurs. Nous, on fera de l'animation. Et pour justement essayer d'échanger, qui est vraiment une discussion de pair à pair, comme vous dites, hein, et de manière à ce qu'ils puissent peut-être prendre plus conscience en eux, apprendre à maîtriser les outils, etc., etc. Donc effectivement, c'est une voie qu'on a explorée. Alors on l'a déjà fait dans le cadre des groupes défis, mais on voudrait le démultiplier. Et là, du coup, on est parti par la bio. On est rentré par la bio. On est en train de créer des groupes bio sur l'ensemble du département. Au départ, on s'est fait aider par la Chambre d'agriculture de la Gironde. Marie-Hélène Lapoumérouli, viticultrice bio au château La Brolterie. Donc il y a un secteur bio, et donc on a été suivi pendant plusieurs années sur des parcelles de référence et ils nous conseillaient le travail à faire, quoi. Parce que à la Chambre, ils voient l'ensemble de la Gironde, enfin, et ça nous permettait d'avoir des conseils quand même assez précieux, quoi. Parce que ça ne s'invente pas, malgré tout, même si on sait travailler la vigne, il y a des choses qu'il faut faire et qu'on ne sait pas au départ, quoi. Mais quand on a fait la conversion, moi j'ai fait un stage de 2 jours avec la Chambre d'agriculture pour le passage en bio. Et puis l'an dernier, si j'ai fait un stage d'agronomie sur 2 jours aussi par rapport aux engrais verts, des choses comme ça. Après, sinon, on glane des informations où on peut, quand on peut. C'est souvent le manque de temps qui fait qu'on se limite à la formation. Donc on a eu la chambre qui nous aidait. Bon, toutes les semaines, je voyais un technicien. Donc là, j'ai un peu récupéré des infos qui nous ont aidés à avancer. Et puis bon, maintenant, avec l'expérience, ils ne viennent plus. Mais bon, on arrive toujours un peu à travailler et puis à avoir des informations de droite à gauche. Et puis il y a une entraide, on a retrouvé une entraide aussi entre vignerons bio qu'on avait pu autrefois peut-être en conventionnel, ou quand on a des soucis, on est un peu plus soudés et puis on se pose des questions, on essaye de se donner des infos ça ne se faisait pratiquement pas en conventionnel, enfin pas sur notre secteur toujours.
Si de nouveaux modes d'accompagnement émergent, plus collectifs comme nous venons de l'entendre, de nouvelles façons de s'informer, notamment via les réseaux sociaux ou les médias, permettent aux viticulteurs de prendre connaissance autrement des évolutions de leur métier et de recevoir des conseils. Il y a plein d'infos sur le maraîchage, sur l'agroécologie, sur l'agroforesterie. Donc il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, il y a plein de super groupes. Il y a plein de mauvaises infos aussi, il faut faire attention, il faut trier. Mais il y a des groupes de professionnels qui s'entraident en maraîchage bio notamment, en élevage porcin bio aussi, plein air, parce que c'est pas évident. Le groupe sur lequel je suis, il y a des gars qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui donnent des super conseils. Moi, pour ma part, j'ai formé avec des formations que j'ai fait avec Euralis, qui est aujourd'hui un fourniture d'agro et de tout ce qui est matériel vinicole. Et donc, du coup, c'était d'avoir des formations, être épaulé, avoir un conseiller qui puisse nous épauler sur cette partie-là, conseil et accompagnement. Et puis également essayer de soi-même. Alors, j'ai pas mal de tutos, mais je pense un peu comme tout le monde aujourd'hui. On écoute Biodynamie Service, plein de petits tutos qui nous aident à mieux comprendre la vigne. Et puis aussi, c'est de se promener dans la vigne, tout simplement. C'est d'aller dans la vigne, de regarder un peu ce qui se passe, de savoir quand intervenir, et puis du coup d'appliquer nos pratiques à ce que nous et notre parcelle nous permet de faire, parce que chaque parcelle, chaque viticulteur a un ressenti qui est différent. Donc moi, l'idée, c'était d'être à l'écoute de mes parcelles et d'adapter au mieux le travail. Par ailleurs, d'autres acteurs de la filière viticole s'attellent à favoriser les changements de pratiques. Un élément important de cette transition passe tout d'abord par la recherche que met en œuvre le CIVB, la structure interprofessionnelle qui représente les vins de Bordeaux. Le rôle du CIVB, c'est celui qu'il a entrepris depuis 20 ans dans ses démarches environnementales. C'est de mener de la recherche, financer de la recherche pour trouver des solutions qui puissent être applicables par les viticulteurs. C'est promouvoir au niveau des viticulteurs, et donc, mais pas uniquement, aussi au niveau du négoce, la nécessité d'évoluer. Donc un message pour inciter les gens à évoluer vers des pratiques vertueuses. Mais il ne s'agit pas juste de faire de l'incantation, il s'agit de mettre en place des outils pour accompagner et aider le viticulteur. Et donc le SME qui permet aux adhérents d'obtenir la certification HVE et puis ISO 14000 en est l'illustration. Donc ça mutualise tout ce qui est la veille documentaire, ce qui est la mise en place de procédures, et ça permet à chacun de s'y engager. Ça demande quand même un engagement, mais de le faire plus facilement, de manière plus légère. Ça devient moins insurmontable quand on fait partie d'un groupe d'une vingtaine de personnes, qu'il y a un animateur qui guide, qui est conseil, et qui est cette mutualisation. Au niveau de la veille réglementaire, je pense à ça parce que c'est particulièrement lourd et ingrat comme tâche, et donc c'est fait, ça nous tombe dessus et c'est très pratique, mais aussi mutualisation au niveau d'achat de produits, d'achat de matériel, etc. Et ça facilite, ça crée d'ailleurs chacun de ces groupes de 20-25 opérateurs, ça crée l'histoire, ce n'était pas conçu comme ça, mais ça crée du lien entre les responsables de ces sociétés qui s'appellent volontiers après pour se donner un coup de main sur des choses qui n'ont pas nécessairement directement lien avec le SME ou la certification HVE. Pour faciliter cet accompagnement, les collectivités ainsi que les associations locales ont également un rôle important à jouer. Alors déjà, les collectivités, de par leurs enjeux environnementaux, de développement économique, de santé, etc., elles ont toute la légitimité finalement de s'occuper de la transition viticole. Donc déjà, c'est bien de leur rappeler que finalement, s'occuper de la viticulture, c'est aussi répondre à ces enjeux-là. Après, il y a différents leviers. Déjà, le premier, c'est le levier financier. Elles peuvent très bien accompagner les producteurs à la conversion. Alors aujourd'hui, les diagnostics de conversion sont gratuits pour les producteurs, mais on fait aussi des simulations technico-économiques. Donc ça, c'est vraiment
comment finalement faire pour passer à la bio et combien ça va me coûter techniquement, économiquement, etc. Donc ça, c'est possible. Les collectivités peuvent prendre en charge cette simulation entièrement ou partiellement. Et puis ensuite, elles ont aussi la capacité de réunir tous les acteurs autour de la table, à faire de l'information, la médiation, de l'animation de groupe. Donc elles peuvent aussi rassembler les acteurs viticoles autour de la table et puis échanger tous ensemble, quels sont les besoins, les freins, les difficultés, et puis voir comment on peut lever tout ça. On travaille beaucoup avec les viticulteurs, c'est à peu près 70% de nos clients, notamment effectivement sur 2 problématiques qui sont la réduction de la dispersion des produits phytosanitaires sur les parcelles environnantes, donc l'installation de dispositifs arborés arbustifs permanents pour limiter la propagation, et l'amélioration de la biodiversité au sein des parcelles, puisque souvent la haie est le seul la seule source de biodiversité sur les domaines. Hormis des bosquets existants, en sachant qu'on travaille aussi sur les politiques de trame verte, donc les haies sont là aussi pour raccorder les bosquets existants, les boisements entre eux. Pour accélérer le processus de conversion, c'est aussi le monde de la formation qu'il s'agit de faire avancer, afin de sensibiliser le plus tôt possible les futurs viticulteurs à des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la santé. Donc moi, j'ai toujours essayé de voir un petit peu ce qui n'allait pas quand moi-même j'ai été formé, puisque j'ai fait de l'enseignement agricole. Et j'essaye d'enseigner des choses qui vont leur servir plus tard. Et concrètement, dans leur contrôle certificatif, donc contrôle en cours de formation, note qui compte pour l'obtention du diplôme, je leur demande de faire un calendrier de traitement, voire 2 calendriers de traitement, un qui est en culture bio, donc avec le cahier des charges, où ils seront amenés à n'utiliser que des matières actives, des substances actives biologiques. Et le deuxième, un calendrier de traitement, donc, où j'essaie de coller à l'actualité. Donc jusqu'à maintenant, je demande des conventionnels. Et puis, comme je vous dis, vous voyez, maintenant, le conventionnel, on leur demande aussi de plus en plus de ne plus utiliser de CMR. Maintenant, vous me faites un calendrier où on n'utilise plus de CMR. Alors, le moins possible. Parce que les gens qui sont conventionnels, c'est un petit peu ce qu'ils font. Ils en utilisent le moins possible. Parfois, parce qu'on est ici dans une région climat océanique avec des maladies cryptogamiques relativement très importantes, on est obligé d'utiliser parfois des produits qui ne soient pas des produits CMR, mais c'est plutôt rare. Donc ils y sont hypersensibles et puis on en parle, et donc je fais un cours très important sur tout ce qui est la connaissance des produits agropharmaceutiques. Et puis après, un cours aussi sur tout ce qui est le biocontrôle. J'ai fait un autre cours sur l'aménagement du paysage. Enfin voilà, j'essaie avant de rentrer dans la connaissance des maladies. Avant, c'était on connaît une maladie, on y met un pathogène, on y met un traitement. Aujourd'hui, je leur dis, il n'y a aucun traitement qui fonctionne. Donc, commencer par regarder un petit peu comment on peut on peut diminuer un petit peu la source du problème par l'agroécologie. Et après, on verra les produits. Pour l'instant, on l'a abordé que par ces modules qui ne sont pas des modules nationaux. Ce que vous disiez, c'était propre à l'initiative de chaque établissement. Alors que là, le référentiel va imposer maintenant un petit peu dans toutes les matières que soit vraiment abordée cette notion d'agroécologie. De nombreux acteurs œuvrent ainsi à faire changer les pratiques. Malgré tout, la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires prend du temps et demande un réel investissement et une certaine prise de risque de la part des producteurs. Les pratiques alternatives sont diverses et variées. Vous avez probablement entendu parler de l'agriculture biologique ou encore de la haute valeur environnementale. Mais comment s'y retrouver dans tous ces labels et toutes ces pratiques ? Nous verrons dans le prochain épisode quelles sont ces pratiques alternatives et comment elles se développent. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du projet Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire, ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.